Bonjour à toutes et à tous. Avant de lancer l'atelier, je voulais quand même vous communiquer un chiffre qui a contribué à le mettre en place et qui a été source de motivation, c'est le chiffre de 50%. D'après un sondage de l'EIOPA, c'est la part des entreprises d'assurance ou de réassurance qui n'ont pas encore de stratégie définie face au changement climatique. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler du changement climatique et en particulier des catastrophes naturelles et de donner quelques pistes quelques leviers, quelques pistes pour anticiper ce risque-là à horizon 2100. Donc on vous présentera dans un premier temps le contexte, le changement climatique, le GIEC, et on profitera de la diversité de nos profils pour vous présenter différents points de vue de ce changement climatique. On vous détaillera plus en détail les évolutions réglementaires qui s'adaptent rapidement face à cet enjeu qui est majeur d'un point de vue politique et financier. Plus en détail, on vous parlera de la modélisation des CatNat à horizon 2100. Quels sont les principaux outils, les principales clés qu'il faut avoir en tête pour y parvenir. Et ensuite, on fera une analyse détaillée de deux périls. Et on bénéficiera donc des expertises de Covea à ce sujet-là. Et pour terminer, on synthétisera et on verra comment cette projection climatique peut s'élargir de façon plus générale dans le cadre de la gestion du risque. Donc Isabelle, je te laisse la parole si tu veux nous parler en premier lieu du contexte. Du contexte, effectivement. Merci Brian. Alors, comme on est dans le congrès des actuaires qui permet d'éclairer l'avenir, je vais essayer d'être éclairante sur le changement climatique et sur le risque climatique. Et je vais commencer par faire un peu d'histoire, parce que l'historique, c'est toujours très important pour les actuaires. Donc, le premier rapport sur le changement climatique, il a eu lieu en 1979. C'est un météorologue qui s'appelle Jules Charnay qui a publié un rapport et qui, pour la première fois, établissait la concordance entre la concentration de CO2 et le climat. Et il disait que si la concentration de CO2 doublait, eh bien, la température allait augmenter en moyenne entre 1,5 et 4,5. On était en 79, donc c'était un peu choquant pour l'époque. Mais bon, on sait un petit peu plus ce qu'il en est actuellement. Donc en 1980, il y a eu des programmes mondiaux qui ont été mis en place sur le climat. Et 8 ans plus tard, le GIEC est né d'une volonté politique, d'une décision politique, et aussi de ces scientifiques qui essayaient d'alerter et qui voulaient médiatiser le sujet. Donc dans la foulée, on a eu effectivement la convention de Rio, c'est Rio, c'est ça, oui. Oui, c'est Rio, c'est ça. Le sommet de la Terre à Rio en 92 qui a défini la Convention cadre des Nations Unies. Et après, les COP se sont enchaînés, les rapports se sont enchaînés, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, qui est fondamental, puisque c'est lui qui va définir toute la réglementation européenne pour les années à venir. C'est à cause de cet accord de Paris qu'on a la taxonomie, qu'on a les stress tests climatiques, qu'on a tous les règlements sur les investissements, tout la RSE. C'est un texte fondateur pour cette partie-là. Et actuellement, on est donc à la 6e évaluation du GIEC. Alors ça, ce sont quelques indicateurs, effectivement, pour vous dire que en 2021, on a émis 36,3 gigatonnes de CO2. Donc c'est quand même un niveau assez élevé, et que c'est ce stock de CO2 qui définit tous les problèmes que l'on a actuellement. C'est tout ce qu'on a accumulé comme stock de CO2 dans l'atmosphère qui définit le climat actuel. Et la question, c'est, passé 2050, si ce stock ne baisse pas, eh bien, ça va être un peu compliqué. On ne sait pas exactement ce que ça va faire. C'est pour ça qu'il y a urgence à agir maintenant pour stabiliser ce stock et pour faire en sorte qu'il décroisse et qu'on retourne à un niveau d'émission de flux de CO2 qui correspond à la capacité annuelle d'absorption de la Terre. Sinon, on verra les scénarios après du GIEC et je reviendrai dessus sur les hypothèses, mais ça va être compliqué. Donc effectivement, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation de température par rapport à un référentiel. Donc dans la sixième évaluation, le référentiel, c'est la période de 1850-1900. Alors là, le graphe est un petit peu plus, n'est pas sur la même période de référence, mais où est-ce que ça chauffe? Ça chauffe sur la Terre, parce que l'océan et les mers sont des régulateurs thermiques. Et ça chauffe où? Ça chauffe sur les latitudes qui sont loin de l'équateur. Donc on voit par exemple l'Arctique. L'Arctique est à une moyenne de 2,5 degrés de réchauffement depuis l'origine.
depuis la période de référence. Donc voilà, c'est toutes les zones rouges. Alors ce graphe-là, c'est pareil, c'est la même chose, mais plutôt sous forme qu'on préfère. Hein, c'est un histogramme, donc ça, on sait l'analyser. C'est facile. La tendance, depuis 1900, c'est une tendance haussière, et depuis 1970, ça ne fait que s'accentuer. On est à peu près 0,2 degrés par décennie depuis les années 60. Donc, effectivement, le GIEC, par rapport à cette position, a défini des scénarios. Donc, il y a trois. Alors, les premiers scénarios, ils sortent quand même de 1990. Hein. Donc, c'était dans la première évaluation, il y avait déjà des scénarios climatiques qui étaient sortis. Donc, il y avait le business as usual, qu'on connaît, et puis il y avait des variantes. Alors, ça a évolué depuis. Là, on est sur la 6e évaluation. C'est regroupé en 3 familles. Il y a une famille qui dit il ne se passe rien, tout le monde continue à émettre, tout le monde s'en fiche, il n'y a pas de coordination internationale, et la projection, c'est 4 degrés à horizon de la fin du siècle. Il y a un scénario très optimiste qui dit tous les pays s'entendent, tout le monde fait des efforts, tout est merveilleux dans le monde, et on arrive à, c'est les scénarios du bas, on arrive effectivement à un réchauffement sur la planète à hauteur de 1,5 degré. Et puis il y a le scénario intermédiaire, qui est plutôt celui vers lequel on s'oriente, on essaie de respecter les accords de Paris, mais ça ne marche pas si bien que ça. Et on est on est un petit peu en dessous de 3 degrés à horizon de fin de siècle. Voilà. Donc il y a urgence, effectivement, à savoir, de maintenant à 2050, il y a urgence à réduire ces émissions. Il y a urgence à faire quelque chose, parce que là, on sait quel climat on va avoir jusqu'en 2050. C'est déjà le stock qu'on a dans l'atmosphère qui le définit. Et c'est pour la suite, c'est là où il y a urgence, parce que voilà les scénarios que le GIEC nous prévoit, et c'est pas réjouissant. Donc je suis désolée d'avoir plombé l'ambiance, mais voilà. Merci Isabelle pour le contexte. Est-ce que, Romain, tu peux en profiter peut-être pour rebondir dessus avec un point de vue climatologue ? Toi, qu'est-ce que tu peux rajouter en complément de ces chiffres finalement de température, etc. Pas du positif. Non, je pense que vous suivez un peu tous l'actualité, que vous voyez que depuis le début d'année, quand on regarde ce qui se passe un peu à travers le monde, on a eu la canicule qui s'est déroulée au Pakistan, des températures encore jamais atteintes. Hein. On a atteint les 51 degrés avec un indice hydrométrique très très élevé, donc où le seuil déjà de tolérance du corps est dépassé. Et si on regarde ce qui se passe chez nous depuis fin mai, on subit des vagues orageuses à répétition que nous n'avions encore jamais connues. Chaque jour, on a des orages avec des grêlons de la taille de balles de tennis. Donc je pense que vous avez tous suivi l'actualité. Et ce qui est préoccupant, c'est que les impacts climatiques sont déjà très répandus et plus graves que prévu, alors que nous vivons, si je puis dire, dans un monde à seulement 1,1 degré. Ce qui est prévu d'ici à 2050, on s'oriente plutôt vers du plus 2 degrés. Et dans le scénario le plus pessimiste, donc à horizon 2100, plus 4 degrés. Donc on voit bien tout l'enjeu autour du changement climatique et de ses impacts. On peut s'attendre à des vagues de chaleur de plus en plus précoces, de plus en plus longues, en termes d'orage, des vagues encore plus violentes que ce qu'on peut connaître. Donc il y a vraiment une situation alarmante en cours. Merci. Et maintenant, Annabelle, est-ce que tu peux essayer de traduire ça, on va dire, en langage assureur? Quels sont les enjeux vraiment pour nos sociétés d'assurance aujourd'hui? Alors, les enjeux pour les assureurs sont multiples, car il y a un impact dans l'ensemble de la chaîne de valeur assurantielle, tant sur le front office que sur le back office. Si on commence par le commencement avec la souscription, le climatique prend et prendra une place prépondérante parmi les préoccupations des acteurs pricing aujourd'hui. Les assureurs intègrent de plus en plus des données externes afin de mieux connaître le risque et de éventuellement modifier les règles de souscription ou les tarifs si besoin. Les zones seront revus de manière plus régulière sur les périls, notamment tempête, grêle, neige,
afin de prendre en compte ces modifications. Si l'on continue sur la vie du contrat, donc en cas de sinistre, on pourrait se dire que des mesures de prévention pourraient être mises en place, et notamment s'il y a reconstruction d'une maison. Si la maison se situe en zone à risque, on pourrait adapter les fondations afin d'atténuer le risque pour les prochaines années. En parallèle, afin d'optimiser la relation avec le client, mais aussi la prévention, des alertes météo sont déjà mises en place par certains assureurs. Il y a des SMS qui sont envoyés lorsque le bien est identifié dans une zone à risque par Météo France. D'autres pourraient penser aussi à inciter leurs clients à prendre des mesures d'atténuation pour limiter les effets du changement climatique dans le futur. Donc là, on a vu sur le front office qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le back office? Donc, pour le pilotage, un des enjeux sera de bien mesurer l'exposition du portefeuille sur chacun des périls, d'adapter les programmes de réassurance pour prendre en compte les différentes spécificités. Et Brian l'expliquera un petit peu après. Du point de vue de la réglementation, il y aura aussi des stress tests à mettre en place dans le cadre de l'ORSA. Ensuite, qu'est-ce que les assureurs pourraient faire de plus? Une des réponses pourrait être utiliser de la donnée externe. Tout assureur aimerait bien disposer de données telles que le type de toit, le type de sol ou la présence d'un arbre à proximité. On insiste un peu aujourd'hui à une course à la donnée externe sur la tarification, mais cette donnée sera tout aussi utile pour le pilotage et pour le provisionnement qui verra ces méthodes et ces méthodes s'adapter pour avoir un provisionnement plus fin et plus efficace. Sur les deux derniers maillons de la chaîne, qui sont peut-être un petit peu plus en avance de phase que les autres, on va retrouver les investissements d'une part, avec une finance qui tend à être plus verte, et la politique RSE qui s'adapte. Il y a des réflexions aujourd'hui sur la trajectoire à adopter pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Mais il y a encore bien d'autres actions que les assureurs et réassureurs pourraient mettre en place. Par exemple, proposer des offres et des produits et des services responsables qui auraient un impact direct sur le réchauffement climatique et en même temps qui permettraient d'offrir une meilleure image de l'assureur auprès de son public. Ici, nous avons cité quelques directions, mais il y en a encore bien d'autres qui sont impactées, comme la direction juridique. Donc ici, on a repris un graphique publié par France Assureur qui donne les charges de sinistre pour les catastrophes naturelles, les tempêtes grêle-neige et les assurances récoltes de 1989 à 2019. Et on voit une accélération de la charge des sinistres. Donc en moyenne sur la période 1990 à 2009, on avait 2 milliards d'euros. Et on arrive à près d'un doublement sur les 4 dernières années de l'étude, 2016 à 2019. Voilà, et on ne peut pas terminer en parlant de cette charge de sinistralité sans aborder un point d'actualité de réassurance. Alors effectivement, vous l'avez peut-être vu dans la presse, mais le réassureur Axis a décidé de se désengager totalement de son portefeuille de risque catastrophe et sort du property pour se spécialiser, pour rester sur les lignes spécialisées, donc les lignes qui sont beaucoup moins soumises au changement climatique. Et c'est sorti ce mois-ci, hein, c'était il y a 15 jours à peu près. Donc dans la même veine, là c'est le graphique qui est publié par Swiss Re tous les ans dans les Sigma. C'est la charge des sinistres catastrophes, qu'ils soient naturels ou d'origine humaine, sur les dernières années, reportés par Swiss Re. Donc effectivement, on voit une croissance, alors c'est monde entier, donc effectivement, on reconnaît, on a du Japon, on a de la Thaïlande, on a de l'Europe, on a des États-Unis, et on voit effectivement une croissance de ces montants de sinistres qui est assez phénoménal depuis 1970. Alors il faut relativiser parce que les sommes assurées aussi ont beaucoup évolué dans d'autres zones géographiques que l'Europe et les États-Unis, mais c'est quand même on peut comprendre la décision d'Axis
effectivement, où le property payait bien et le CAT payait bien, c'était binaire, c'était on gagnait ou on perdait, et là, ils sont plus souvent en train de perdre que de gagner. Donc, voilà. Et pour clôturer brièvement le point de vue du régulateur, alors je vais peut-être passer quelques informations pour essayer de regagner du temps sur la présentation. Vous pourrez retrouver les slides sur le site de l'Institut des actuaires. Donc, comme ça a déjà été évoqué aujourd'hui, la réglementation évolue très rapidement pour faire face à ce risque. On va se concentrer ici sur les évolutions françaises et européennes, mais ça se propage également ailleurs. Ici, on peut retrouver le sondage auquel je faisais référence au début, sur les parts des entreprises qui ont déjà une stratégie face au changement climatique. Donc on retrouve à peu près les 50% d'entreprises qui n'ont pas encore établi de stratégie, et surtout dans les 50% qui ont établi une stratégie, on voit que souvent c'est une stratégie partielle qui ne va pas couvrir l'ensemble du risque assurantiel. Et est-ce que, Romain, tu pourrais nous dire, toi, quelques mots sur le positionnement Covéa vis-à-vis de ces chiffres-là? Oui, volontiers. En tout cas, le groupe Covéa investit déjà depuis plus de 10 ans dans la modélisation des risques climatiques. C'est totalement intégré dans sa stratégie. Et donc la parution du livre blanc Covéa, notamment sur le changement climatique et l'impact sur la sinistralité, vient un peu confirmer aussi l'engagement de Covéa sur ces problématiques. Bien, merci. Donc j'avais prévu initialement de parler de l'exercice climatique de la CPR de 2020, mais peut-être qu'on va pouvoir aller directement à l'EIOPA pour rattraper. Non, parce que je vois qu'il est déjà 45, alors on va avancer. Tu peux mettre encore après. Voilà, merci. Donc l'objectif de l'évolution qui va arriver en cours, c'est la mise en place d'une réflexion de l'EIOPA autour des attentes d'un point de vue changement climatique. Et d'ici 2023, l'EIOPA a mentionné plusieurs objectifs à propos du changement climatique qui devra être pris en compte à horizon 2100 dans les systèmes de gouvernance, de gestion du risque et dans l'ORSA. Donc concrètement, ce que souhaite l'EIOPA, c'est que les entreprises d'assurance acquièrent une connaissance plus étendue sur ce sujet-là, une connaissance du risque, et que ça soit une connaissance qui soit en cohérence avec la durée du risque et également l'exposition de leur exposition qui leur est propre, qu'ils arrivent à identifier de façon pertinente justement le périmètre qui est affecté dans leurs produits, dans leurs actifs, etc., qu'ils arrivent à appréhender l'interaction qu'il y a entre les risques climatiques, donc les risques de transition, les risques juridiques et les risques physiques, dont on va un peu plus parler par la suite, et les risques prudentiels qu'on a plus l'habitude de manipuler, le risque de marché, le risque de souscription, etc. Et enfin, d'un point de vue plus modèle, les assureurs devront soumettre leurs principaux risques à au moins 2 scénarios climatiques du GIEC. Un qui respecte les accords de Paris, de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, et un scénario opposé. Et suite à ces scénarios, expliquer dans le détail si le changement climatique n'est pas un risque, il faut que ça soit expliqué réellement en détail à la fin pour cet exercice ORSA. Et donc évidemment, cet exercice, ça va nécessiter de revoir profondément les modélisations qu'on effectue aujourd'hui. Et notamment, ça va demander de prendre en compte les scénarios du GIEC, donc la projection des indices réalisés par le GIEC à horizon 2050-2100, en fonction des différentes hypothèses prises par ce groupe d'experts, et de réussir à intégrer ça dans nos modélisations déjà un peu plus classiques, récupérer déjà les données dont on utilise, qui sont parfois déjà utilisées, les données de géorisque, les données de l'INSEE par exemple, réussir à calibrer un modèle à partir de ces données externes, de nos données internes, pour essayer ensuite de projeter ce risque-là au niveau national, au niveau départemental, et essayer d'obtenir un impact par exemple sur la prime pure d'ici à 2100. Et on verra que les résultats, au-delà des tendances, les résultats qui sont intéressants à analyser, ça va être aussi une analyse des résultats à une maille
géographique qui n'est peut-être pas aujourd'hui le plus développé, parce qu'il y a aussi potentiellement, via ce risque climatique, un risque de déplacement du risque, par exemple un risque de déplacement de couloirs de grêle ou d'autres couloirs de tempête, qui pourraient aussi changer les risques sous-jacents clairement identifiés aujourd'hui. Et donc on voit que sur ces modélisations, il y a plein d'enjeux, il y a plein de problématiques clés auxquelles on devra répondre. Déjà la récurrence de ces modèles, puisque c'est des modèles qui devront être utilisés avec 2 scénarios du GIEC différents, de façon régulière pour l'ORSA, et qui en plus devront être mis à jour en fonction des nouvelles données scientifiques qui sont à notre connaissance, des nouveaux rapports du GIEC, etc. Ça va être aussi la grosse problématique, la deuxième peut-être, ça va être l'horizon de temps. C'est une horizon qui est nouvelle, qui va demander des interprétations également nouvelles et qui va nécessiter une mise en cohérence du risque climatique, qui est un risque long, avec les risques en portefeuille aujourd'hui. Et pour terminer, l'ORSA demande à ce qu'on s'intéresse aux 2 risques principaux. On développera notamment juste après la sécheresse et l'inondation. Mais néanmoins, c'est des études qui peuvent être pertinentes à développer sur toutes les 4 nattes. Et cet élargissement à tous les périls peut être aussi un challenge d'un point de vue modèle. Vas-y Romain. Moi, je vais prendre la main. Donc là, je vais vous présenter donc les résultats de modélisation de notre livre blanc Covea. Donc comme l'a dit Brian, on va faire un focus sur le risque sécheresse et le risque inondation. Vous aurez à la fin, si vous voulez, une version du livre blanc avec l'ensemble des périls je fais un peu de pub, l'ensemble des périls que nous avons modélisés chez Covea. Donc à la fois des risques 4 nat réglementaires, inondation, sécheresse, et le risque plutôt contractuel TGN. Donc on a développé en fait une chaîne de modélisation. Je vais passer rapidement sur la chaîne de modélisation, mais on a couplé en fait des modules d'aléas, donc basés sur des projections climatiques à long terme, donc à horizon 2050, issus des travaux du GIEC, donc qui sont disponibles en accès libre. Il suffit de savoir manipuler un peu de données climatiques et le tour est joué. Donc ces projections climatiques nous ont permis de définir un certain nombre de paramètres, donc que ce soit des cumuls de précipitations, des indicateurs d'humidité du sol, des vitesses de vent, voilà, tout un tas de paramètres indicateurs climatiques qui nous ont servi à forcer en fait nos modèles d'endommagement. Donc ça, c'est la deuxième brique. On a développé chez Covea nos propres modèles d'endommagement à partir de notre expérience portefeuille et de notre expérience sinistre. Donc le premier risque que nous avons traité, c'est un risque qui est d'actualité, qui je pense va faire un peu peur en 2022, la sécheresse, ou plutôt le retrait-gonflement des argiles. Alors rapidement, pourquoi déjà? On a environ 48% du territoire français qui est touché, concerné plutôt par le risque de sécheresse géotechnique. C'est à peu près 10 millions de maisons qui sont également concernées par ce risque, à peu près un peu plus de 50% du parc national. Et c'est surtout le deuxième poste d'indemnisation des 4 nat depuis l'instauration du régime. Là, on est à peu près à 14 milliards d'indemnisation depuis l'instauration du régime. Et ça va continuer, bien entendu, à augmenter avec les sécheresses des 4 dernières années. Donc la sécheresse, comment ça marche? Ça fonctionne un peu comme une éponge, en fait. Les sols vont se comporter comme une éponge. En période sèche, ils vont se rétracter. En période humide, lorsque l'apport d'eau est suffisant, ils vont gonfler. Et cette alternance va provoquer des variations dans la teneur en eau du sol, qui va générer des tassements différentiels. Et lorsque votre maison est située sur une zone argileuse,
des désordres vont apparaître, donc fissuration des murs, fissuration du sol, des terrasses qui vont se décrocher. Ce sont généralement des sinistres assez lourds. Alors, comment on a appréhendé la sécheresse? On l'a appréhendé vraiment du point de vue du régime des catastrophes naturelles. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'un sinistre sécheresse soit indemnisé par l'assureur, il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune où réside l'assuré. Et donc cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est définie par une commission interministérielle spécifiquement dédiée au retrait-gonflement des argiles, et qui va être en charge de statuer du caractère anormal d'une sécheresse sur la commune. Alors, pour qu'une commune soit éligible à une reconnaissance catastrophe naturelle, elle doit répondre à 2 critères spécifiques. D'abord, un premier critère d'ordre géotechnique, donc lié à la présence d'argile dans le sol sur la commune. Donc pour que ce premier critère s'applique, la surface de la surface communale en zone argileuse doit excéder un certain pourcentage. Ce premier critère va permettre d'identifier en fait la prédisposition des sols au retrait-gonflement des argiles. Mais ce critère n'est pas suffisant. La commission interministérielle a défini un second critère, donc qui va être d'ordre hydrométéorologique, lié plutôt au déficit hydrique en eau du sol. Donc on utilise de manière courante, c'était défini par Météo France, le critère qui s'appelle SWI, donc pour Soil Wetness Index. Donc c'est le critère officiel retenu par la commission interministérielle, et donc qui va permettre de statuer, comme je le disais, sur le caractère anormal de la sécheresse. Et donc, pour être reconnu en l'état de catastrophe naturelle au titre d'une saison donnée, l'indice d'humidité des sols pour une saison donnée devra être le premier ou le deuxième plus faible depuis 50 ans, ce qui correspond grosso modo à une période de retour de 25 ans. Donc c'est le fameux critère 25NAL utilisé par la commission interministérielle, et on va définir ce critère pour chaque saison de l'année. Typiquement, si votre commune répond aux deux critères en janvier, que sur l'été, on a un été plutôt humide, pas forcément de sécheresse, elle sera quand même garantie d'être éligible si des désordres sont reconnus sur cette commune. Donc voilà comment on a procédé d'un point de vue méthodo. Donc là, je passe rapidement aux résultats. Donc la carte à ma droite représente l'évolution de la fréquence des sécheresses sévères, donc qui vont dépasser une période de retour 25NAL. Et ce qu'on voit, c'est que grosso modo, toute la France va subir des sécheresses, mais ces sécheresses seront beaucoup plus marquées. D'une part sur ce qu'on appelle le fameux croissant argileux, donc c'est un arc qui va partir de la région PACA, qui va passer par le Midi toulousain, remonter la façade atlantique et se terminer dans le Val-de-Loire. On voit également que la Bretagne devrait connaître des sécheresses beaucoup plus intenses, tout comme le Grand Est. Alors, en termes de sinistralité, on voit qu'on a une certaine corrélation entre les deux cartes. On voit que la sinistralité devrait augmenter quand même sur le croissant argileux, sur l'Île-de-France et sur la partie nord. Alors vous me direz, la Bretagne, ça va chauffer, mais pas forcément beaucoup de sinistres. Alors là, on explique ça notamment par le fait qu'on est sur un sol plutôt granitique. On a très peu d'argile en Bretagne, donc théoriquement, en pratique, moins ou pas de sinistres.
Donc nos conclusions, à la fois sur l'aléa pur, on s'attend à une augmentation d'environ 70% de la fréquence des sécheresses sévères et une augmentation en moyenne, je dis bien en moyenne, de 60% des dommages. Alors pourquoi je dis en moyenne? Parce qu'on a eu une approche, sans rentrer trop dans les détails, une approche multimodèle. Donc on a pris 10 modèles climatiques. On a généré des indicateurs d'humidité pour ces 10 modèles et on a injecté ces 10 projections dans nos modèles d'endommagement. Donc on a eu 10 sorties d'endommagement et vous imaginez qu'il y a de la volatilité en fait autour de ces 60%. Donc voilà pour la sécheresse. J'ai encore un peu de temps ou... Ouais. Alors c'était pour... Moi, je peux passer rapidement sur l'inondation, qui est en fait, c'est le premier pôle d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles. Et en France, on a deux principaux types d'inondations par débordement qui vont être provoqués par des événements météorologiques différents. Donc le premier type d'inondation concerne les crues lentes de plaine. Typiquement, ça va être les crues de la Seine de 2016 ou de 2018, les crues de la Somme en 2002. Et l'autre type d'inondation, ce sont les crues rapides. Donc là, plutôt ce qu'on observe en automne avec les épisodes cévenols ou méditerranéens dans le sud-est de la France. Donc là, ces crues vont être déterminées par une montée des eaux très rapide sur des petits bassins versants et liées avec des orages très, très intenses. Généralement, c'est plus de 200-300 mm sur 24 heures. Donc là, typiquement, ce sont Vaison-la-Romaine en 92, on a eu Draguignan en 2010, et puis plus récemment, ce qui s'est passé dans la vallée de la Vésubie et de la Roya. Donc pour modéliser le risque inondation, on est déjà parti du phénomène déclenchant qui est la fréquence des précipitations extrêmes. Donc on s'est déjà intéressé à ce premier indicateur. Donc là, vous avez une carte d'évolution de la fréquence des précipitations extrêmes sur 24 heures donc pour une période de retour décennale. Alors ce que cette carte tend à montrer, c'est que en fait, on va avoir un glissement des périodes de retour, donc qui étaient aujourd'hui qui étaient à horizon qui revenaient pas forcément régulièrement. On voit que ces précipitations extrêmes de période de retour décennale vont être en moyenne beaucoup plus fréquentes et récurrentes. Donc on a fait, donc là c'est pour les précipitations décennales, mais on a fait le test pour des précipitations vicennales, cinquantennales, et donc on voit à chaque fois qu'on a ces précipitations extrêmes qui deviennent beaucoup plus fréquentes et qui n'attendent plus 20 ans pour survenir. Donc après, on va traduire cette évolution des cumuls de précipitations en risque inondation, donc à travers des modélisations de pluie-débit, des débits des cours d'eau. Et ce que cette carte nous montre, ça va être le facteur d'évolution du risque inondation par bassin versant. Donc là, on a raisonné par bassin versant. Et ce qu'on voit, c'est que le risque va être généralisé, grosso modo, sur toute la France, mais que localement, par exemple, dans le sud-est ou sur les grands bassins fluviaux, notamment la Seine, ce risque va être augmenté localement par 3. Donc là, vous avez l'évolution, cette fois-ci, de la sinistralité liée à ce risque inondation par débordement. Alors, effectivement, là, vous allez me dire, en tant qu'actuaire, il n'y a pas forcément une bonne corrélation entre l'aléa et les dommages. Alors là, ça s'explique vraiment par des phénomènes purement géographiques. En partie. Donc on voit que la façade atlantique va enregistrer plus de sinistralité, tout comme
le sud-est, on reste avec des fortes proportions de sinistralité à horizon 2050. Et donc, cette différence entre la carte d'aléa et la carte de dommages peut s'expliquer d'un point de vue géographique par la morphologie des vallées. En fait, dans le sud de la France, on est sur des petits bassins versants, des vallées beaucoup plus réduites et avec une morphologie qu'on appelle en V. Donc, si nos débits augmentent, ils vont pas pouvoir, ça va pas s'étendre. Mais la hauteur d'eau ne va pas pouvoir s'étendre puisqu'on est dans des espèces de cuvettes en V, mais la hauteur va augmenter. À l'inverse, sur la façade atlantique, on est plutôt sur des vallées très étendues, de plaines. Donc là, la sinistralité va s'expliquer plutôt par le fait que notre zone inondable va s'étirer, va s'étendre sur des nouveaux territoires qui n'avaient pas encore connu de sinistralité et qui va gonfler comme ça la sinistralité future. Donc d'un côté, vous avez l'étendue de la rivière, l'enveloppe de crue qui va augmenter, et dans le sud-est, ça va plutôt être la hauteur d'eau qui va expliquer en partie une partie de cette sinistralité future. Donc en conclusion, on s'attend à une augmentation de l'ordre de 50% des inondations décennales, et ce qui va se traduire par une augmentation d'environ plus 110% de la hausse des dommages liés aux inondations. Donc voilà, et voilà pour ces deux principaux périls. Et alors, avant les applaudissements, j'ai cru comprendre que ça allait commencer. Il y a, en guise de conclusion, on a encore un slide. Le changement climatique a une portée large au sein de l'économie actuelle, et les organismes d'assurance en tant que moteurs du financement de l'économie sont de facto impactés tant sur leurs actifs que sur leurs passifs. À l'image de ce qui a été présenté aujourd'hui et sans aller jusqu'à la dramaturgie du film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio, il nous semble pertinent de rappeler que les études climatiques menées par les organismes d'assurance doivent dépasser les simples attendus réglementaires. Et il est nécessaire que ces enjeux soient partagés à toutes les strates des organismes d'assurance afin que les actuaires, les risk managers et les instances dirigeantes travaillent ensemble. La dernière cartographie des risques de France Assureurs a placé au 2e et 3e rang des préoccupations des assureurs et des réassureurs le dérèglement climatique et les risques de catastrophes naturelles exceptionnelles, juste derrière le risque cyber. En conclusion, les travaux de la gestion des risques doivent être englobants et s'appuyer sur les différents métiers pour capter toutes les ramifications des impacts liés au changement climatique. Merci. Et puis, si vous avez du temps avant le prochain atelier, on est disposé à répondre à vos questions. Oui, donc j'avais une question par rapport aux prédictions concernant les inondations. Donc, je voulais savoir, vous avez pris en compte du coup tous les modèles hydrologiques et topographiques aussi de la France, c'est ça, pour quantifier les inondations? Oui, c'est ça. En fait, on est parti de modèles. Il y a un projet de recherche d'un institut suédois qui fait. En fait, c'est de la modélisation multimodèle. Donc, on va prendre différents modèles hydrologiques et différents modèles climatiques qui vont alimenter ces modèles hydrologiques. Et donc, il y a prise en compte à la fois de la topographie. Alors, ce qui n'est pas forcément bien pris en compte, c'est tous les effets de digues, de protection. D'accord, merci. Merci pour la présentation. J'ai une petite question sur un contexte un peu particulier. En France, très récemment, on a observé beaucoup d'apparitions de mésocyclones qui certes apportent la pluie et la grêle, mais surtout qui créent des tornades en fait. Un phénomène qui en fait avant était une fois tous les 5 ans ou tous les 10 ans, commence à se produire toutes les années, voire plusieurs fois par an. En Seine-et-Marne en 2018, en Hérault en 2019. Et ma question c'était surtout, dans vos métiers, comment est-ce que ce risque qui n'existait pas ou peu en France, mais certes aux États-Unis et dans les autres pays du monde, va-t-il être pris en compte dans les modèles, sachant qu'on n'aura pas de données locales en fait?
Alors, déjà en termes, c'est une très bonne question, mais déjà en termes de modélisation pure climatique, c'est très compliqué de. Alors, on a des modèles, Météo France a des modèles, notamment le modèle Arome, qui arrive à modéliser localement la convection et le risque de tornade. Après, nous, ça reste compliqué aussi à intégrer dans nos modèles d'endommagement, quoi. Mais effectivement, ce sont des risques qui vont se développer, notamment, on le voit actuellement, hein, j'ai dit en introduction, c'est ce risque de supercellules qui se développent avec... on ne connaissait pas ça avant, des grêlons de la taille d'une balle de tennis. C'était très très rare. Demain, ça sera la norme, en fait. Ou pas, si vous réduisez les émissions à gaz à effet de serre. Ou pas, exactement. Ce qu'on va essayer de faire. Oui, c'était très intéressant. Merci pour cet exposé. Est-ce que il y a des études analogues qui sont faites par la CCR ou par AXA? Est-ce que vous les faites, vous parlez ensemble ou vous faites quelque chose ensemble? Et la deuxième question, c'est vous avez fait les modélisations sur le portefeuille de Covea. Oui, vous avez, parce que il semble que certaines cartes que vous avez sur les sinistres payés sont un peu propres à Covea et pas forcément à d'autres qui auraient plus de risques dans certaines régions ou qui auraient plus de risques lourds, enfin de risques industriels, par exemple, que Covea. Enfin, je sais pas. Alors, pour répondre, merci d'abord. Pour répondre à la première question sur l'échange des connaissances, le partage des connaissances, déjà, CCR publie énormément de papiers, d'études, donc on sait ce qui se fait sur le marché. Nous, je sais qu'on interagit beaucoup avec CCR dans le cadre de clubs, Club CRS, Journée 4 Nat, donc voilà, on va avoir des échanges. Avec les autres assureurs, un peu moins, même si on sait ce qui se fait à droite ou à gauche. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas coutume, en tout cas dans le milieu de l'assurance, d'avoir des échanges comme ça. On va dire alors, ce qui serait intéressant justement d'avoir des échanges sur la base scientifique, hein. Je ne parle pas sur nos portefeuilles, notre sinistralité. Ça, ce serait très très intéressant. Bon, on arrive à le faire un peu avec CCR, qui est quand même un peu neutre. Pour la question du portefeuille, alors effectivement, c'est le portefeuille Covea, mais je pense qu'on est en partie représentatif du marché. Après, certains... Voilà. Après, nous, en fait, l'étude, elle se base vraiment sur le risque de particulier. Ici, on n'a pas essayé de modéliser ni l'agricole, ni le pro. Donc, c'est vraiment le risque MRH qui a été modélisé derrière. Merci. Et si vous voulez... Merci beaucoup. Oui, vous avez le...